Voilà, bonsoir. Merci Olivia d'être venue jusqu'à nous pour cette rencontre autour de votre livre avec toutes mes sympathies. Un livre que j'ai lu cet été, qui m'a fait rire, mais qui m'a fait aussi pleurer. Et c'est quand même beaucoup tant de la littérature aujourd'hui, c'est de sourire, de rire, et puis la foi de pleurer aussi. Et voilà, c'est un livre qui m'a vraiment touchée très fort. Et voilà, je suis ravie qu'elle soit aujourd'hui. Ouais. Et puis... Et merci d'être venu ici nombreux. Merci bien, merci. Merci Catherine. Bon, alors effectivement, c'est un grand privilège pour nous de vous recevoir parce que d'abord, on a vraiment tous beaucoup aimé ce livre-là dès cet été. Et je sais qu'en outre, vous êtes vraiment tout à fait sollicité pour parler de ce livre. Donc, ici, c'est un double privilège. Alors, je pense que vous êtes la critique littéraire, journaliste à Elle, chroniqueuse, vous intervenez au Masque et la Plume, chroniqueuse les matins, etc. Enfin, et ce livre, d'ailleurs, fait la part belle aussi, c'est un de ses charmes au métier de lire, à la lecture, lire que vous entretenez avec les livres et avec l'écriture. D'autre part, pour ce qui est du thème du livre, je pense que vous le savez à peu près tous, c'est un livre qui est un dialogue, une évocation avec votre frère qui s'est suicidé en 2015. Et par ce livre, à la fois vous renouez une sorte de lien avec lui, vous nous le faites connaître, et vous évoquez aussi d'autres choses, notamment l'histoire de votre famille, et cette question aussi sur les mystères de la maladie, de la mort, etc. Et comment on vit avec ça, évidemment. Alors, j'aimerais faire le lien, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec pour mieux vous présenter, avec notre précédente invitée au mois de septembre, qui était Alice Fernet pour Les Bourgeois. Et elle nous a beaucoup parlé de sa famille, de son éducation, et justement, elle nous disait que la caractéristique de cette famille bourgeoise, qui d'ailleurs est assez différente de la vôtre, était justement qu'ils étaient habitués à une certaine pudeur, à une certaine distance, à ne pas sentiments, etc. Et ça, par contre, je l'ai retrouvé vraiment dans votre livre, qui est, de ce point de vue-là, un livre très émouvant, mais très pudique en même temps, enfin, qui est d'une grande retenue. Et j'aimerais savoir, pour qu'on vous connaisse mieux, de quelle éducation vous menez, et votre frère également, puisque ça, vous l'évoquez à un moment du livre. Bonsoir, merci pour cet accueil, merci d'être là si nombreux, c'est assez impressionnant. Quand j'ai commencé ce livre, effectivement, je voulais parler de mon frère, et très vite je me suis rendu compte que malheureusement j'allais être obligée de parler de moi, ce qui était bien plus dur que de parler de mon frère, et j'ai l'impression qu'en un mois, j'ai parlé de moi plus que dans toute ma vie entière. Mais en fait, très vite, au-delà du fait de parler de moi, ce qui n'est pas la chose que je préfère au monde, j'ai été très heureuse de parler de ma famille, parce que, pour le faire vite, c'est une famille de la grande bourgeoisie, et je trouvais que dans les livres, les gens qui pouvaient ressembler à ma famille, c'était un milieu qui était très maltraité par la littérature, dont on caricature souvent la mesquinerie, la vilainie. Je pense par exemple au roman de Mauriac que j'ai beaucoup lu.
c'est toujours des gens qui sont très étriqués et qui sont honnêtement qu'on n'a vraiment pas du tout envie d'avoir pour amis ou pour famille. Or, moi, je trouvais que ma famille n'était pas du tout comme ça. Ma famille est vraiment des deux côtés, du côté de mon père et de ma mère. Ce sont des gens qui sont à la fois très fantaisistes, mais vraiment très fantaisistes et qui ont une manière de vivre assez souvent décalée. Et en même temps, des deux côtés de ma famille d'ailleurs, qui sont très mélancoliques. Une des questions qui revient le plus souvent, c'est sur mon grand-père Guy, le père de mon père. On me dit, mais grand-père Guy, ça tu l'as inventé. Alors je n'ai rien inventé du tout. Mon grand-père Guy était un monsieur qui, à la fin de sa vie, était vraiment entre la fantaisie et la mélancolie, mais beaucoup la mélancolie, et qui était persuadé qu'on le volait. Donc comme je raconte dans le livre, mais c'est un bon résumé de cette famille-là. Il avait une maison à Cannes où on passait tous nos étés avec mon frère et avec mes deux sœurs. Et comme il était persuadé qu'on le volait, il avait pris son argent de la banque. Il n'était pas très riche, hein, mais il avait pris son argent, il l'avait mis dans des Tupperware en plastique et il les avait enterrés dans le jardin. Mais comme il était un petit peu fou, il avait oublié où il avait enterré les boîtes en plastique. Alors le soir, quand on rentrait de la plage avec mes cousines, et il nous donnait des pelles et des râteaux de la plage, et il nous disait « cherchez le trésor ». Et donc on a passé beaucoup de soirées à essayer de... Alors en plus la terre était très dure, il ne pleuvait pas à Cannes, donc on creusait pour chercher les trésors. Et en écrivant ça, je me suis rendu compte que j'avais une sorte de matériau romanesque absolument formidable. Et j'avais envie après je vais en finir avec cette question, de rendre hommage d'un livre de gratitude vis-à-vis de cette famille. Et surtout pas, parfois on me dit c'est l'autofiction, je dis non, c'est pas de l'autofiction, c'est juste de l'autobiographie. Et c'est un livre de gratitude, le contraire du règlement de compte, pour vraiment rendre grâce à mes parents de ce que j'ai reçu. Et je ne pense pas du tout que le règlement de compte, en plus, fasse des bons livres en littérature, et je pense qu'il faut régler ses comptes chez soi dans sa cuisine, mais jamais dans les livres. Wow. Et d'ailleurs, j'avais noté à ce propos une phrase au début du livre, enfin une expression que j'ai trouvée très heureuse. On dit chez nous, on souffre avec un devoir de réserve. Oui, parce que c'est un peu propre à ce milieu et à cette époque. Hein. Je ne pense pas que ça soit propre à ma famille, mais on nous a vraiment... c'était never complain, never explain. Et que c'est vrai que... oui, que il faut... que je pense qu'on m'a appris, mais moi je trouve ça pas mal du tout, que la gaieté était une sorte de politesse. Et c'était vraiment une des difficultés dans l'écriture, de raconter ses échecs et ses chagrins et ses douleurs, parce que j'avais pas tellement l'habitude de le faire. Mais je pense que tout ça vous apprend à vous tenir. Et puis aussi, parfois, les silences sont douloureux. Il y a une chose dont vous parlez beaucoup plus loin dans le livre, mais j'aimerais qu'on en parle tout de suite, c'est tout simplement le titre. Voilà, parce que le titre, avec toutes mes sympathies, peut vous évoquer autre chose. Je voulais vous faire entendre un enregistrement, mais ça ne marche pas, alors je vais vous lire. Oh, génial. Je sais ce que vous allez dire. Donc c'est dans un livre de Françoise Sagan qui s'appelle « Avec mon meilleur souvenir ». Ce sont des portraits souvenirs, en quelque sorte, des portraits de gens qu'elle a connus. Et là, elle parle de son premier voyage en Amérique où elle a rencontré Tennessee Williams. Je fus aux USA, une arrivée style la Dolce Vita. Des douzaines de photographes m'accompagnaient à l'aéroport Kennedy, à l'époque Isle of Wight.
C'était l'aube et j'avais 20 ans à peine. Il y avait foule, d'ailleurs, il y eut foule partout autour de moi pendant un mois. Mes journées étaient minutées comme celles d'un aimable forçat, et mon anglais étant limité à mes notes de baccalauréat, c'est-à-dire 7, 8, ma conversation demeurait, disons, amène et neutre. On mit 15 jours à s'apercevoir que je dédicaçais mes livres « With all my sympathies », ce qui signifie en anglais « avec toutes mes condoléances », et non pas toute ma sympathie que j'accordais généralement aux Français. Et ce titre, évidemment, est inspiré de ce passage de Françoise Sagan, dont je profite d'ailleurs pour dire qu'elle a écrit dans le même temps, c'est-à-dire le premier voyage qu'elle a fait à New York pour présenter Bonjour Tristesse, elle a écrit un reportage pour un magazine que vous connaissez, qui s'appelle Bonjour New York, et si vous trouvez ce petit livre, il est vraiment délicieux, parce qu'il y a des promenades en Italie également, enfin... Et 10 ans plus tard, elle a fait une sorte de suite à ce premier livre, sur le même principe, des portraits de souvenirs, des chapitres concernant le cheval. Et comment s'appelle-t-il? Ce livre est toute ma sympathie. Alors voilà, tout simplement, je voulais vous demander quel était votre rapport à Françoise Sagan, et est-ce qu'il n'y a pas finalement une sorte de style et de sensibilité entre hommes? J'ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois, Françoise Sagan, pour le L. Et notre rencontre la plus épique a été pour la FNAC, où j'avais été la chercher, c'était la fin de sa vie, elle était assez brinque-ballante déjà. J'avais été la chercher, elle habitait au Lutetia, elle avait été chassée de chez elle. Et bon, je trouvais qu'elle était moyennement en forme, mais bon, je m'étais dit, c'est ma Françoise, elle va se réveiller et tout. Et puis on était arrivés à la FNAC, et il y avait une petite loge où il y avait un plateau avec du thé. Alors elle m'avait dit, oh, du thé, ça ne lui plaisait pas du tout. Alors elle avait pris la théière, qu'elle avait vidée intégralement dans une plante verte. Elle avait sorti une bouteille de whisky de son sac, et elle avait vidé la bouteille de whisky dans la théière. Je m'étais dit, bon. Et alors, là où l'histoire devient encore plus drôle, c'est que quand on est arrivé, donc on nous a apporté le petit plateau piégé, et il y a une jeune fille innocente qui a apporté un grand mug, et qui lui a versé une tasse de thé dans le mug. Et là, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Et puis, elle a pris le mug qu'elle a bu plus sec, et pendant un quart d'heure, on ne comprenait absolument rien de ce qu'elle disait. Elle avait la diction d'un enfant de 2 ans et demi. J'entendais des mots, alors je rebondissais sur les mots en me disant qu'est-ce que je vais faire. Et au bout d'un quart d'heure, tout d'un coup, elle est devenue géniale. Et ça a vraiment scellé notre amitié, cette rencontre. Et je crois que j'ai vraiment lu presque tous ses livres. Et il y a une chose que j'adore chez Françoise Sagan, c'est qu'elle raconte des choses extrêmement graves avec beaucoup de légèreté. Et ça, c'était vraiment ma boussole. Parce que je savais que j'allais raconter une histoire terrible. Et en même temps, je ne voulais pas que ce soit une histoire plombante. Je voulais que ça soit comme la vie. Je pense que la vie, moi, un jour je me lève et je trouve la vie désespérante. Et puis le lendemain, je me lève et je trouve que la vie est merveilleuse. Et c'est ça que je voulais raconter dans ce livre. Je voulais vraiment qu'il y ait les deux faces de cette médaille. Et Françoise Sagan, j'avais mis Bonjour Tristesse sur mon bureau dans l'édition de Julliard, la première que j'adore. Et c'était une sorte de petite boussole. Et le pire étant pour moi d'ailleurs l'inverse de Françoise Sagan, c'est-à-dire de raconter des histoires légères avec beaucoup de gravité. Ça, c'était vraiment le repoussoir. Et en relisant Françoise Sagan, d'ailleurs en relisant Bonjour Tristesse, j'ai été frappée à quel point de voir c'était un livre noir. Mais comme elle a toujours l'impression de traverser la vie avec des espadrilles, je trouve qu'on oublie son côté tragique. Mais c'est vraiment ma référence absolue. Et en plus, je trouve qu'elle écrit merveilleusement. Et
on la regarde toujours de haut, comme elle a commencé très jeune, un peu. On dit, ah, elle peut mieux faire, machin, sa petite musique et tout. Mais moi, il me semble que c'est un grand écrivain. Donc ça me plaisait de lui emprunter ses titres. Alors après, il faut que je vous l'explique. Alors là, on retombe vraiment dans la tragédie. Mon frère est mort, et puis j'étais à Paris, lui il est mort à Montréal. Je l'ai appris le matin. Le jour même, j'étais chez mes parents avec mes sœurs pour apprendre à mes parents que leur fils était tué. Et je crois que c'est la chose la pire que j'ai vécue de toute ma vie. Et puis on a trouvé des billets d'avion et on est parti le lendemain avec mes sœurs et mes parents. Et puis je suis arrivée à l'aéroport de Montréal et j'étais déjà venue beaucoup dans l'année parce que mon frère n'allait pas bien. Il avait déjà eu un gros coup de dépression pendant l'été. Et donc j'étais venue plusieurs fois et donc le douanier me dit ah bah oh là, vous venez beaucoup ici. Et il me dit est-ce que vous venez pour les loisirs ou pour le travail? Alors j'avais vraiment la tête à l'envers, je ne savais plus comment je m'appelais, j'étais vraiment transpercée de chagrin. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me pose comme question? Alors, en réfléchissant énormément, je dis famille, en me disant c'est un peu la vérité. Bon, et là, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que aux États-Unis comme au Québec, l'alcool n'est vendu que dans des magasins d'État. Vous savez, c'est pas comme chez nous, on va à Franprix, et donc ils sont très soucieux de l'alcool qui peut rentrer au Québec. Et donc il me dit ah alors pour la famille vous avez de l'alcool? Non. Je lui dis non, et là il ne me croit pas, et il m'énumère absolument tous les alcools qu'il connaissait, et en fait j'avais vraiment la trouille, parce que je me suis dit, j'ai paniqué en fait, je me suis dit, bah peut-être je vais pas rentrer, et je vais même pas pouvoir aller voir mon frère. Donc là il me dit cognac, armagnac, tout, donc à chaque fois je dis non, et là comme une espèce d'ultime cartouche, je lui dis, je suis là parce que mon frère est mort. Et alors, il commence là une grande tirade avec un accent québécois à laquelle je ne comprends rien et qui finit par sympathie. Et là, dans mon état second, je lui dis ah oui, mon frère était très sympathique. Alors là, je vois bien qu'il n'attendait pas du tout cette réponse et qu'il se dit c'est donc une folle et hop, il me fait passer. Et en allant jusqu'au bagage, je me dis c'est vraiment, ils sont poètes ces douaniers parce que c'est même pas les douaniers, c'est la police. La police française ne m'aurait jamais dit « votre frère était sympathique ». Et là, à ce moment-là, tout est remonté. Et je me suis souvenue qu'au Québec, avec toutes mes sympathies, voulait dire avec toutes mes condoléances. Et j'ai trouvé que c'était très joli. Et tout de suite, je voulais que mon livre s'appelle comme ça, à cause de Françoise Sagan, et à cause comme ça de cette espèce de choc entre le tragique et le comique qui résumait assez bien mon frère. Et j'ai signé mon contrat. Avec Manuel Carcassonne, que je remercie ici, qui est mon éditeur chez Stock. Et donc je lui ai rendu le manuscrit, ça s'appelait « Avec toutes mes sympathies ». Il m'a dit « Ah non, c'est un très mauvais titre, personne ne va rien comprendre ». Et sur mon contrat, il y a marqué « Avec toute ma sympathie ». Et j'ai dit ça, mon petit bonhomme, je n'en démordrai pas, ça s'appellera « Avec toutes mes sympathies ». Et j'ai gagné. Bon, alors, si vous voulez, on va entrer maintenant dans le cœur du texte. Et il y a une page, puisqu'il y a toujours, quand on aborde un livre, il y a toujours une question qu'on se pose, c'est comment commencer. Il y a toujours un mystère des débuts, notamment dans les romans, mais dans les récits aussi. Voilà, j'aimerais bien, si vous voulez bien vous prêter à jeu, qu'on lise simplement, vous voyez, qui s'arrête ici. Et ensuite, une chose que j'ai notée dans ce début, je vous dis tout de suite pourquoi est-ce que j'ai choisi ce début, parce que je trouve que dans ce début, on trouve égrené beaucoup de thèmes et beaucoup des éléments qu'on va retrouver ensuite dans le livre. C'est pour ça. Paris, automne 2015. J'ai perdu mon frère. Cette expression me semble la plus juste pour parler de toi aujourd'hui. Où vont les morts? Un matin, recouvert d'une fine pellicule de tristesse, j'allume mon ordinateur, à elle où je suis journaliste, afin de lire mes mails, et ces mots apparaissent en gros caractères sur mon écran. Découvrez le nouveau poste d'Alexandre de Lamberterie. Cette phrase surgit de je ne sais où,
d'un ailleurs plus doux, j'espère, me saisit. Tu es mort depuis plus d'un mois. J'ouvre le message envoyé par le réseau professionnel LinkedIn, où je me suis inscrite une après-midi de résolution. Depuis, je ne suis jamais retournée sur le site. L'histoire de ma vie, en être ou ne pas en être. Je clique et tombe sur une photo de toi. Barbe, cravate, chemise noire et blanc, Club Monaco, que ta femme, Florence, m'a offerte après ta disparition. Douce armure rayée dans laquelle je me réfugie les jours mauvais. Tu es beau, grave, ton regard est déjà intranquille, on dirait une maison vide. Art Director, Visual Production, Assassin's Creed. Région de Montréal, Canada. Vertige sur ma chaise de bureau. Envoyer un message, peut-on lire dans un petit cadre bleu. Je jette ces mots. Où es-tu ? C'est insipide, c'est-à-dire la première phrase d'un texte, et qui est d'ailleurs en italique. J'ai perdu mon frère, m'interroge parce qu'évidemment c'est une expression toute faite en un sens. On dit j'ai perdu telle personne, on dit il est mort. Et la question de la perte m'interroge parce qu'en fait j'ai l'impression que quand on a perdu quelque chose, on sait quand même que cette chose est là, simplement on ne sait pas où elle est. Et c'est un peu ce qui se passe avec votre frère, et c'est la situation dans le livre, et je pense que c'est pour cela que vous terminez le paragraphe que vous venez de lire par la question « Où es-tu » Oui. Oui, mais c'est très juste ce que vous dites, parce que j'avais l'impression de l'avoir perdu. J'avais eu très 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 peur pendant les semaines qui précédaient, parce qu'il avait déjà voulu faire une tentative de suicide pendant l'été, et donc j'avais peur de le perdre, tout le temps, presque comme un enfant qu'on a peur de perdre dans la rue. Et c'est vraiment les premiers mots que j'ai écrits de ce livre, j'ai pas changé d'ordre après, et l'idée c'était qu'en écrivant, j'allais peut-être effectivement le retrouver. Ensuite, vous avez tous remarqué, vu ce qu'on vient de dire avant, que dès la quatrième ligne, il y a le mot tristesse, et surtout un matin recouvert d'une fine pellicule de tristesse. Et ça m'a accroché l'oreille, si je puis dire, parce que plus loin dans le texte, je ne sais plus où, enfin beaucoup plus loin, vous parlez aussi de soi, ou de replier sur la tristesse, en fait. Et alors là, je ne savais pas que vous aviez l'exemplaire de Bonjour Tristesse sur votre bureau, mais il y a quand même le célèbre début de Bonjour Tristesse, si vous me permettez de lire un extrait. C'est sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi, comme une soie énervante, comme une soie énervante et douce, et me sépare des autres. Alors là, c'est moi dans mon bureau. J'ai commencé à écrire très vite après la mort d'Alex. Effectivement, assez repliée. Elle raconte bien, la mère Sagan. Et avec l'idée que je voulais garder mon frère avec moi le plus longtemps possible. Évidemment, il était mort, donc je sais que quand les gens sont morts, ils ne reviennent pas, mais je voulais le garder vivant parce que il n'était pas mort d'un accident de voiture ou d'un cancer ou d'une maladie, c'est qu'il s'était suicidé. Et j'ai découvert à cette occasion que le suicide est vraiment un sujet encore assez tabou dans nos sociétés, qu'on n'en parle pas beaucoup, et que
il coupait la chic, en fait, aux gens, qu'il enlevait les mots. C'est-à-dire que pendant toutes ces premières semaines, la seule chose que j'entendais, c'était « je ne sais pas quoi te dire ». Ou alors, j'entendais des mots qui sonnaient très faux à mes oreilles. C'est-à-dire que les gens me disaient « oui, mon cousin s'est suicidé parce que sa femme l'avait quitté, qu'il avait fait faillite ». Et j'avais l'impression que le suicide était toujours relié à quelque chose qui avait à voir avec l'échec. Et moi, je savais que mon frère, c'était pas du tout ça. Je ne sais pas pourquoi mon frère s'est suicidé, et je ne veux pas parler à sa place, donc je ne le dis pas. Mais en revanche, je sais qu'il a eu une vie très belle, très riche, très pleine. Ce qui rend d'ailleurs sa mort encore plus obscure, parce que si effectivement on vous dit le cousin Jean-Michel, il a tout raté, et en plus sa femme est partie, et voilà, vous avez une sorte de, je sais pas, de pourquoi qui se dessine. Mais mon frère, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « j'ai tout, et pourtant je n'y arrive pas ». Donc voilà, donc j'étais dans mon bureau, vraiment dans un manteau de tristesse, et je voulais essayer de faire ressurgir la vie de mon frère. C'est ambitieux, je me rends compte. Hein. Mais oui, et vous faites aussi oui, il y a une chose qu'on va retrouver dans tout le livre, c'est pour ça que je la signale tout de suite, que la technologie intervient souvent dans le texte, c'est-à-dire par exemple par des mails ou des choses comme ça, qui arrivent de façon décalée. Et en fait, ça introduit une sorte d'anachronie de la mort, puisque en fin de compte, vous découvrez de nouveaux messages une fois que mais on y reviendra un peu après. Vous savez encore que la semaine dernière, j'ai un compte Messenger. Voilà, moi je suis nulle, hein, alors nulle. Et en fait, il y a eu tellement de messages que le compte a explosé. Donc, on m'a dit, il faut que tu refasses un compte, machin. Donc, je refais un compte. Et le premier message qui est apparu sur mon nouveau compte, c'est « Faites un coucou à Alexandre de Lambert-Liban, qui est mort il y a 3 ans. » J'ai trouvé ça génial. Je l'ai fait d'ailleurs, mais j'ai pas eu. Vous faites aussi une allusion, voilà, je ne sais plus quel endroit. Vous dites, oui, on dirait une maison vide. Et alors ça m'a fait penser à autre chose dont vous allez parler plus tard également dans le texte. C'est un film de François Truffaut, parce que ça m'a fait penser à un dialogue qu'il y a dans La femme d'à côté, un moment où Fanny Ardant est à l'hôpital, elle fait une dépression justement, et elle dit à Depardieu, donc qui est son amant, à la radio je n'écoute que des chansons parce que ce sont elles qui disent la vérité. Elles disent sans toi je suis comme une maison vide. Et en fin de compte, cette situation, j'ai l'impression qu'elle vous était très, très proche d'être comme une maison vide. J'adore parce que je me souviens plus de ce dialogue de François Truffaut, alors que j'adore ce film. Il y a Madame Jouve qui arrive, je me souviens très bien. Et il y a beaucoup de chansons aussi d'ailleurs dans ce livre, parce que j'aime ça. Et puis parce que donc il y a François Truffaut parce que c'est vraiment c'est un dialogue qui m'a fait toujours rire, hein, puisque jusqu'à quand même il y a un mois, moi j'étais critique littéraire. Et non, je vous laisse. Et je me souviens très très bien que dans un film de Truffaut, L'amour en fuite, il y a le petit Antoine Doinel, le grand Antoine Doinel maintenant, qui emmène son fils qui part en classe de neige ou en colonie de vacances. Et puis il a son violon, et Antoine Doinel dit à Alphonse, si tu fais bien ton violon, tu deviendras un grand musicien.
Et si tu ne travailles pas assez, tu deviendras critique musicale. Alors évidemment, ça fait beaucoup réfléchir sur le métier de critique littéraire. Et ben alors, écoutez, c'est merveilleux parce que vous me faites une transition à laquelle je n'avais pas pensé. Mais effectivement, je comptais vous parler de cette scène parce que vous racontez la scène du train. C'est-à-dire que vous rapportez ça, enfin ça vous fait penser à l'histoire de la critique, quoi. Parce que mais il y a autre chose qui est beaucoup plus frappant pour moi dans cette scène, c'est qu'ils sont sur un quai de gare. Donc le fils est dans le train déjà, et il regarde par la fenêtre son père, qui est donc joué par Jean-Pierre Léaud, et qui est sur le quai. Et pour lui faire croire à son fils que le train démarre, Jean-Pierre Léaud fait un mouvement de pied comme ça, en faisant au revoir, comme si le train s'en allait. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas ce trouble dans votre livre de la situation celui qui part, c'est peut-être pas celui qu'on croit, ou est-ce que celui qui dit adieu, est-ce que c'est celui qui reste, ou enfin bon, il y a une sorte de trouble comme ça dans cette scène pour moi. D'autant plus, d'ailleurs vous faites une citation de la chanson de Souchon, là où vous dites toute ma vie c'est de courir après des choses sensibles, etc. Hein. Et vous ne le citez pas, mais dans la suite, la rime, ce vers que vous citez, c'est des jeunes filles, des bouquets de pleurs. Je me suis dit, des bouquets de pleurs, là, ça aurait été un titre formidable. Mais oui, et donc il y a une analogie entre ces, en plus avec le train qui part, le quai de gare, le pont sur la partie. Mais c'est très juste ce que vous dites sur les départs, parce que par nature, mon frère n'a pas pu me dire au revoir, parce que s'il m'avait dit au revoir, j'aurais compris. Et en fait, il m'a dit quand même au revoir d'une autre manière. C'est quelques jours avant sa mort. Donc, pendant l'été, pour refaire un peu la chronologie, j'étais en vacances quand ma belle-sœur m'avait appelée et m'avait dit « Alex a disparu ». Donc, j'avais sauté dans un avion, j'étais partie à Montréal. Et puis, mon frère, finalement, n'était pas passé à l'acte. Il avait passé la nuit dans un parc et la police l'y avait retrouvé. Et puis j'ai passé beaucoup de temps avec mon frère aux urgences psychiatriques, et puis après je suis revenue à Paris parce que j'avais ma vie, j'avais mes 3 fils, j'avais mon mari, je ne pouvais pas rester là-bas. Et j'étais vraiment obsédée par l'idée qu'il recommence, qu'il meurt, qu'il se suicide, parce qu'il m'avait dit que vraiment il voulait le faire. Et un jour j'étais particulièrement angoissée, donc je lui ai envoyé juste un petit message en lui disant si tu es à Montréal, je suis à Paris, mais si je tends le bras par-dessus l'océan, je peux te toucher. Et le soir, il m'a envoyé juste cette photo, qui est une photo que je ne connaissais pas, que notre mère avait prise quand on était petit, ou notre père d'ailleurs, et il n'y avait pas un seul mot, il y avait juste cette photo, que j'aime bien parce qu'on est habillés pareil, et en fait, il est mort juste après, et je me suis dit que c'était sa manière à lui de me dire au revoir sans me dire au revoir, puisque s'il m'avait dit au revoir, j'aurais repris l'avion et je me serais doutée de quelque chose, et qu'il voulait vraiment qu'on se doute de rien. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse à propos de cette scène de film de Truffaut, là, ça me revient. Je ne pense pas que ça ait eu la moindre influence dans votre texte, mais vous avez dû le lire après, alors probablement vous y avez pensé. C'est que dans ce livre qui est apparu l'année dernière, le figurant du divan, c'est pas possible, c'est génial. Vous voulez alors? Non, je ne vais pas vous le dire, mais on trouvera un autre. Et ben justement, lui, il raconte dans ce roman son surgissement sur la scène d'un film c'est un passant, c'est un jeune type, il passe dans la rue, et à un moment, quelqu'un l'attrape
Et c'est en fait François Truffaut qui est en train de tourner Baiser volé. Et donc c'est l'histoire d'un figurant, c'est un roman un peu à la Modiano, qui est à la recherche d'une figurante qu'il a connue sur le tournage. Seulement, ça c'est l'histoire qu'il raconte, mais la vraie histoire, c'est qu'à l'âge où Baiser volé se tournait, Didier Blonde était un gamin, quoi, donc ça peut pas être lui. Et en fait, il a transposé cette histoire parce que c'est la scène sur laquelle il est arrivé indirectement, et Truffaut l'a arrêté comme ça pour qu'il ne soit pas dans le champ de la caméra, c'est la scène dont vous parlez, dans la gare, puisqu'il allait prendre le train, etc. Donc vous voyez, il y a des correspondances entre les livres, même semble. Vous avez de longues et très belles pages, d'ailleurs souvent assez humoristiques, j'ai trouvé, sur le métier de critique, le métier de lire, notamment. Vous avez toute une litanie de mails qu'on vous envoie, vous découvrez tous les matins, qui est vraiment très drôle. Bon, enfin, ça, je laisse le lecteur les découvrir. Mais on reparlera de la critique peut-être après, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que cette habitude de lire, d'avaler des bibliothèques, comme vous le dites, à partir d'un moment, avec la mort de votre frère, un blocage, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus lire. Et est-ce que, c'est la question que je pose qui est très simple, est-ce que c'est cette impossibilité de lire qui, en fin de compte, vous envoie une écrire? Oui, c'est vraiment... C'était vraiment très curieux parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je ne pouvais plus lire, c'est-à-dire que ça ne m'intéressait plus du tout. Ça n'arrivait plus jusqu'à mon cerveau. Alors c'était quand même un vrai problème parce que c'était comme une sorte d'accident du travail. Alors à elle, je pouvais un peu me dépatouiller, faire travailler les camarades, les collègues pendant un petit moment. À la télévision, c'était quand même compliqué, donc je me suis arrêtée un petit moment. Et puis après, ils ont été extrêmement gentils parce que ça ne s'est pas trop vu, mais pendant un petit moment, je faisais beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de livres pour les enfants, beaucoup de poches que j'avais déjà lues. Bon. Mais parfois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Alors, il y avait un gag avec mon mari, c'est que j'adore regarder le patinage artistique. Ça me fait toujours pleurer, ça m'émeut beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Alors, mon mari me disait, bah, tu vas devenir critique de patinage artistique. Bon. Alors, je disais, ok, mais alors, à elle, on ne fait pas tellement de patinage artistique. Et puis un jour, je me suis dit, peut-être je vais écrire, alors que vraiment, les gens me disent beaucoup, mais vous n'avez jamais voulu écrire avant. Et vraiment, non, je n'avais jamais voulu écrire avant. Je disais toujours, mais c'est pas comme une boutade, mais parce que j'avais rien à dire. Et puis après, il y a un autre truc qui a fait que je m'y suis mis, c'est que la dernière fois que j'ai vu mon frère à Montréal, il m'a dit, écris ton livre, écris d'où on vient. Je pense que ce qu'il voulait dire par d'où on vient, c'est que mon père a 4 cousins germains qui se sont suicidés, et il y a dans ma famille proche encore beaucoup d'autres suicides que j'ai pas mis parce qu'il y a des gens survivants et que ça pourrait blesser. Donc je pense qu'on a le record du monde du suicide dans ma famille, dans mes 2 familles. Et donc je pense qu'il voulait que j'écrive ça. Et puis vous parliez tout à l'heure, je rebondis sur votre question, des mails, effectivement de la technique qui a fait irruption dans ma vie. Moi je suis nulle en Facebook, contrairement à vous, vous êtes très fort. Et puis mon frère était très bon parce que mon frère était directeur artistique d'une société de jeux vidéo, mais pendant très longtemps il avait conçu des sites internet pour des entreprises, et il en a eu l'intuition très tôt. Vraiment, quand moi j'avais encore mon Minitel, lui il était déjà sur internet, il a eu vraiment l'intuition que c'était quelque chose qui allait prendre énormément d'importance. Et donc un jour je me suis dit, mais je vais aller sur son fil de Facebook, puisque j'y allais parfois vraiment, mais il fallait que je sois très désœuvrée pour y aller. Donc j'ai été, et j'ai découvert vraiment, quand je dis ça à mes enfants, ils me prennent pour une cruche, mais qu'on pouvait envoyer des messages privés aux gens. Et je suis tombée sur toute une sorte de trésor de mails
de messages que mon frère m'avait envoyés, que je n'avais jamais vus. Donc il y en avait des privés, il y en avait des drôles. Et parmi eux, il y en avait un où il y avait juste écrit « Écris ton livre ». Et là, je me suis dit, bon ben, je peux plus faire autrement. Donc vraiment, j'ai ouvert l'ordinateur. Alors en plus, j'avais fait un truc, c'est que quand je l'avais vu à Montréal l'été, qui m'avait dit « Écris d'où on vient », j'avais commencé à écrire sur un ordinateur, enfin sur mon ordinateur, et j'avais écrit quelque chose comme 50 000 signes, donc j'étais quand même assez bien partie. Et quand je suis revenue de Montréal après l'enterrement de mon frère, j'ai oublié dans l'avion, devant, vous savez, dans la petite poche, j'avais mis mon ordinateur, qui est un petit airbook tout fin, et mon téléphone, et j'ai laissé les deux dans l'avion. Donc j'étais assez mari, et puis mon mari, qui est le plus gentil mari du monde, a été me racheter un ordinateur, et là, bah, j'ai ouvert, et puis je suis vraiment partie avec beaucoup d'inconscience, en me disant, bon bah, peut-être que je vais aller jusqu'au bout, peut-être que je vais pas aller jusqu'au bout. Je savais vraiment pas. Tout ce que je voulais, c'était que ça soit un bel objet littéraire. Je voulais pas que ça soit un témoignage, je voulais que ça soit beau, mais j'ai pas signé de contrat parce que je savais pas si j'irais jusqu'au bout, je savais pas à quoi ça ressemblerait. Donc j'ai un éditeur très gentil parce que il y avait pas mal d'éditeurs qui m'en avaient parlé, mais un spécialement, Manuel Carcassonne, et donc régulièrement il me mettait des messages, il me disait, tu sais, les auteurs, quand ils écrivent, ils envoient des petits bouts à leurs éditeurs. Ça se fait. Et je lui disais, mais moi, je suis journaliste, et je n'envoie pas des petits bouts d'articles. J'envoie un article fini, j'envoie pas une introduction. Donc il a patienté quand même 1 an et demi, et un jour, je lui ai envoyé 400 000 signes. D'ailleurs, vous faites bien d'insister sur cette qualité littéraire du texte, parce que parmi ces injonctions à écrire, il y a celle de votre frère, il y a celle de la famille, mais il y a aussi, je trouve, beaucoup d'écrivains, j'ose pas dire d'écrivains fantômes, mais d'écrivains qui vous accompagnent dans ce livre, et notamment, enfin j'ai noté des citations ou des allusions, par exemple à Chateaubriand, à Emmanuel Carrère, à Delphine de Vigan, je pense aussi, ou à Olivier de Jérôme Garcin, par exemple, qu'on connaît bien ici. Oui, vous dites à ce propos que écrire, vous mettez face, enfin, vous donnez un sentiment, non, ne pas écrire, plutôt retarder le moment d'écrire, voilà. Vous mettez face à un sentiment de la vacuité de votre existence. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous traversé ça quand on traverse un deuil ou quelque chose de très tragique dans nos vies, tout devient un peu vain. Je trouve que ça donne une sorte de recul momentané, et après les choses se remettent à leur juste place. Mais effectivement, pour la première fois, je me suis posé la question de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de lire autant ? Est-ce que c'est une fuite ? Est-ce que je vais passer toute ma vie à lire parce que lire, c'est mon métier, donc est-ce que je vais passer toute ma vie, oui, à lire des livres ? C'était un peu vertigineux comme question. Après, Jérôme Garcin, dont vous parlez ici, est devenu un ami parce que ça fait 17 ans que je fais le Masque et la Plume avec lui. Donc c'est quand même un sacré bail. Il m'avait appelé, j'étais venue, le premier Masque et la Plume, je suis arrivée, il y a ce grand studio, peut-être il y a certains d'entre vous qui sont déjà venus, et c'est un studio en public comme un théâtre. Donc je suis arrivée, j'ai vu, c'était noir de monde, il y avait 150 personnes, je ne connaissais pas Jérôme Garcin. J'ai dit bonjour monsieur, ben écoutez, je ne vais pas pouvoir rester parce que ça me fait trop peur, donc au revoir monsieur. Alors il m'a dit non, vous allez rester, parce que ça ne marche pas comme ça. Et puis on est devenus très amis. Et Jérôme, bien avant la mort de mon frère, me poussait à écrire déjà. On a eu 2 fois par an avec Jérôme, on déjeune et on fait des sortes de bilans de notre vie, c'est des déjeuners que j'aime beaucoup. Et juste avant la mort d'Alex, il m'avait beaucoup engueulé. Il m'avait dit, mais tu es paresseuse. Alors je lui ai dit, ah non, ça, j'ai beaucoup de défauts, mais pas la paresse. Il m'avait dit, je me souviens très bien, il m'avait bousculé. Parce que vraiment, je pense qu'il voulait faire une sorte de truc que j'oublierai pas. Il m'avait dit,
si tu n'écris pas, tu vas devenir une vieille critique aigrie. Ah, je t'ai dit, quel horizon. Mais la phrase était quand même restée dans ma tête. Et j'avais mis d'ailleurs son livre Olivier sur mon bureau. Il y a une question que les gens me posent pas mal. Ils me disent, mais est-ce que le fait d'avoir tant lu, est-ce que ces écrivains dont vous parlez, dont vous avez finement fait la liste un peu, est-ce que c'était pas écrasant? Et en fait, ça ne l'était pas. C'était comme des amis. J'avais fait une sorte de petit hôtel sur mon bureau. J'avais évidemment la photo de mon frère qui me regardait droit dans les yeux. Et puis j'avais quelques livres. Et en fait, c'était des boussoles, c'était des amis. Et j'ai pas trouvé que c'était écrasant. Delphine de Vigan, évidemment, j'y ai pensé parce que dans sa famille, il se suicide énormément aussi. J'avais été très troublée quand j'avais lu son livre, parce que je m'étais dit, tiens, mais on dirait que c'est chez moi, quoi. Et en même temps, avec cette sorte de grande gaieté. Donc j'avais comme ça les livres amis. Et quand vraiment j'avais plus de courage, je les ouvrais, et ça me redonnait de l'élan. Et Olivier m'a donné beaucoup d'élan. Et il y a un autre personnage, alors là, extrêmement important dans ce livre, et ça rejoint tout à fait ce qu'on était en train de dire, parce qu'il y a un auteur qu'on n'a pas cité. Ce personnage, je trouve, c'est le temps. Parce que le temps, vous vous dites d'ailleurs, au moment où vous allez devoir écrire le livre, vous dites, je pars à ta recherche. C'est-à-dire en écrivant, je pars à ta recherche. La recherche, évidemment, quand on parle de temps, ça fait penser à quelqu'un. Et alors, c'est curieux, parce que le tout début du livre, effectivement, on se dit c'est une recherche du temps perdu. Et quand vous arrivez dans les derniers chapitres, le chapitre qui est d'ailleurs à mourir de rire, un chapitre du défilé de mode, vous savez, vous dites on se croirait dans le dernier livre de la recherche. Et le dernier livre de la recherche, c'est quoi? C'est le temps retrouvé. Et est-ce qu'il n'y a pas ce mouvement aussi? Oui, parce que le temps est très présent. D'abord, il est présent parce que j'ai voulu raconter quelque chose dans une temporalité, quelque chose d'inéluctable. Quelque chose que je sentais arriver et que, avec tous nos moyens et avec tout notre amour, on n'a pas pu empêcher. Et puis après, effectivement, j'ai voulu retrouver le temps de l'enfance. Et puis quelque chose sur la mémoire, c'est pas pour rien que j'adore Proust, parce que j'étais obsédée par la mémoire. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit aussi, c'est parce que je savais que le temps allait faire son travail de tri. Et que très vite on oublie, en fait. Et moi, je voulais me souvenir, comme Proust, à laquelle je ne me compare évidemment pas, mais je voulais me souvenir de tout. Parce que, d'abord tout, parce que je voulais me souvenir de tout mon frère, dans une espèce de tentative désespérée de tout garder de lui. Et puis après, parce que j'ai découvert aussi autre chose, qui était que dans les moments de grand désespoir, il y avait quelque chose qui m'avait touchée. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose qui m'avait plu, mais quand nous étions tous ensemble dans la maison de mon frère, en attendant d'aller le voir pour une dernière fois, il y avait mes parents, il y avait mes sœurs, il y avait les amis de mon frère, montréalais, et j'ai trouvé que dans ces moments-là, il y avait une vérité. Il y avait quelque chose qui m'a touchée, parce que finalement, c'est rare dans la vie les moments où plus personne n'essaye de se montrer sous son meilleur jour, où on était tous dans un état de sincérité absolue. Et j'ai aimé cette tristesse vraie. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me touchait là-dedans. Et ça aussi, je voulais la raconter. Et vous parlez du défilé de mode. Il y a une chose qui m'a aussi beaucoup frappée quand j'ai été voir mon frère aux urgences psychiatriques et puis après dans les services psychiatriques, c'est que j'ai découvert les gens qui étaient dans ces services-là. Donc c'était des gens qui avaient fait des tentatives de suicide ratées,
C'était des anorexiques, c'était des désespérés, des déprimés, c'était un peu de tout. Et parfois c'était vraiment des vrais fous. Donc j'étais avec ma belle-sœur, on était assis exactement comme vous, et puis il y en avait qui nous tournaient autour pendant 1h30 en faisant des ronds comme ça. Et ces gens m'ont beaucoup émue. Et puis d'ailleurs parfois ils disparaissaient. Et un jour j'avais dit à l'infirmière, j'avais dit mais hier il y avait une dame qui était là, et elle n'est plus là ce matin, où est-ce qu'elle est? Alors elle était furieuse que je lui pose la question, parce que j'ai découvert que dans les services psychiatriques, on n'aime pas tellement qu'on pose des questions. Elle m'a dit ça ne vous regarde pas, et elle avait raison, d'ailleurs ça ne me regardait pas. Mais je me disais mais où vont tous ces gens perdus? Est-ce qu'ils sont vraiment fous? Est-ce qu'ils sont bons? Et puis je suis revenue à Paris, et très vite après, pour le journal Elle, j'ai été invitée à un défilé de mode. Donc j'ai pas dit le nom du couturier, mais peu importe. Et là, je me suis retrouvée dans le noir, avec des dames, enfin des gens très connus, des actrices, machin, qui déjà avaient des lunettes de soleil. Et je me suis dit, ah bah c'est quand même très bizarre quand on est dans le noir de mettre des lunettes de soleil. Et finalement, si les fous que j'ai vus il y a une semaine mettaient des lunettes de soleil dans le noir, on aurait dit bah c'est normal, ils sont fous, donc ils mettent des lunettes de soleil dans le noir. Alors je me suis dit, est-ce que finalement ces actrices, est-ce qu'elles sont folles, moins folles que les gens que j'ai vus? L'autre truc qui m'a vraiment frappée, c'est que tout le monde a un portable, donc vous avez quand même un défilé absolument magnifique et somptueux, et tout le monde a son portable et regarde le défilé derrière le portable. Et là je me suis dit pareil, je me suis dit mais en fait, elles sont folles ces femmes, de regarder le défilé derrière le filtre d'un portable. Et il y avait comme ça plein de codes très bizarres, dont le dernier qui consiste à ne surtout pas applaudir, parce que si vous applaudissez, c'est pas bien du tout. Et moi, je me suis mis à applaudir, mais vraiment comme mes enfants au cirque. Et la dame d'à côté, elle a fait une espèce de truc comme ça, vraiment qu'on voit qu'on n'était pas ensemble. Elle n'était pas du tout avec cette clou qui avait applaudi. Et tout ça m'a fait réfléchir. Après, j'ai été dire bonjour au couturier, et là, j'étais avec une bonne amie. Et j'ai dit, mais c'était magnifique. Elle m'a dit, oh, surtout ne lui dis pas, il a horreur de ça. Alors je dis quoi? Et elle m'a dit, dis-lui que c'est moderne. Alors ok, donc j'ai fait comme tout le monde, vraiment comme les courtisans. J'ai dit, bonjour monsieur, c'était moderne, et j'ai vu qu'il était très content. Mais tout ça m'a permis de me dire, mais en fait, elle est où la folie? Peut-être que les gens qui avaient tourné autour de Florence et de moi, ils étaient moins fous que toutes ces actrices-là. Et après, effectivement, qui sont les morts, qui sont les vivants? Parce que c'est vrai qu'en plus, ces femmes, je les trouvais très empaillées, elles étaient tellement... parce qu'elles étaient tellement refaites. Alors ça va être un truc de mon prochain livre. Moi, je suis fascinée par la chirurgie esthétique. Parce qu'il y avait tout ce premier rang, avec des femmes très connues, qui n'avaient plus d'âge. Elles auraient pu avoir 125 ans ou 13 ans. Bon, alors pour balancer un mot, Isabelle Adjani, que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps, elle n'a plus d'âge. C'est très curieux, mais du coup, elle pourrait presque être morte. Enfin, on ne sait plus si elle est morte, si elle est vivante, si elle est jeune, si elle est vieille. Il y a un truc très fascinant qui je trouve, est intéressant dans notre société. Une société qui ne veut plus vieillir, c'est aussi une société qui ne veut plus mourir. Tant qu'on est sur ce sujet, vous faites un portrait qui est vraiment extrêmement, des fois extrêmement dur du milieu médical, enfin psychiatrique, et notamment un lieu où il est interné et où on a vraiment l'impression d'être dans une prison, quoi. Et où d'ailleurs ça vous rappelle un film que vous aviez vu quand vous étiez enfant avec votre frère, Un homme dans la ville. Vous pouvez peut-être nous dire pourquoi, si vous voulez. Parce que j'ai trouvé que les services psychiatriques de Montréal, mais je crois que c'est la même chose à Paris ou en France, étaient vraiment d'une grande misère. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission sur France Inter, l'émission de Ali Rebéi, qui est formidable d'ailleurs. Et c'était une émission sur le suicide, donc il y avait des psychiatres qui étaient là. Et il y en a un qui m'a dit une chose vraiment incroyable. Il m'a dit, il y a un détail de votre livre qui m'a obsédée parce qu'il m'obsède depuis des années. C'est que quand je suis arrivée, où mon frère évidemment allait très mal,
puisqu'il avait voulu mourir, il voulait jeter sous un bus avec son vélo, donc pensez bien qu'il n'était pas en forme. Et il m'a dit, j'ai dit ça va, il m'a dit oui, il me dit le truc, il y a un truc qui m'emmerde ici, c'est la blouse. Et il avait une blouse dont je trouve l'imprimé abominable, mais bon ça à la limite c'est pas très grave, mais c'était une blouse sans boutons, sans rien, entièrement ouverte derrière, donc si vous la mettez vous êtes nu, donc du coup il en avait une à l'envers et une à l'endroit pour ne pas être entièrement nu. Et cette blouse était vraiment humiliante, et d'ailleurs il m'a dit, le seul truc qui m'emmerde c'est la blouse. Et ce psychiatre, que j'ai vu la semaine dernière à France Inter, qui travaillait en service psychiatrique avec des tentatives de suicide, il m'a dit pendant 10 ans, je me suis battue pour qu'on enlève ces blouses. Ces blouses sont les mêmes à Paris. Il dit dans aucun service médical, mais aucun, il y a ces blouses humiliantes. Et donc, il dit dans le service où j'étais, en plus c'était pas une affaire de moyens, j'avais dit mettons-leur des pyjamas normaux. Et c'est vrai que j'ai voulu raconter ça, et cette blouse me paraissait alors, déjà, elle gênait mon frère, mais vous savez, c'est des blouses sans col, et elle me paraissait particulièrement atroce, et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis après, je me suis souvenu qu'un jour, avec mon frère, mes parents sortaient beaucoup, et donc dès qu'ils sortaient, on regardait la télévision, parce qu'on n'avait absolument pas le droit de regarder la télévision. Mais vraiment, c'était interdit, on la regardait très peu. Et donc dès qu'ils sortaient, on était devant la télé tous les deux. Ma sœur travaillait, ma sœur aînée. Et un jour, on avait regardé effectivement ce film avec Alain Delon et Jean Gabin, où Alain Delon joue un condamné à mort que Gabin n'arrive pas à sauver. Et à la fin du film, il y avait en fait, ça devait être le bourreau, mais je ne l'ai pas revu, hein, donc j'avais peut-être 10 ans ou 12. On découpe le col de sa chemise avant. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que je détestais la blouse de mon frère parce qu'elle me rappelait ce col déchiré. Et je me souviens très bien de là mon frère qui était beaucoup plus sage que moi parce que moi j'étais insupportable. Et il m'avait dit, je crois qu'il faut qu'on aille se coucher avant la fin. Et effectivement, j'ai jamais vu la fin du film et je ne veux pas la voir. Oui, ça m'a frappé aussi parce que le film est repassé il n'y a pas très longtemps, peut-être cet été. Alors je l'ai vu à ce moment-là. Dans le nom du film, il y a un éditeur qui m'a dit que je m'étais trompée. J'ai mis 2 hommes dans la ville, c'est un homme dans la ville. Non, c'est un homme dans la ville. Là ça a été corrigé. Alors. Et d'ailleurs, c'est malin, vous les appelez les invisibles. D'ailleurs, ça m'a vu me poser une question. Est-ce que est-ce à dire, enfin, ce traitement, quoi, que le malade est considéré comme un condamné? Parce que, d'ailleurs, quand vous allez visiter votre frère avec Florence, donc, qui est sa femme, et donc vous-même, on a l'impression que vous faites un peu... vous êtes ses avocates, quoi, en fin de compte. Je ne veux pas... je n'ai pas voulu faire un dossier à charge contre les médecins. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement... on n'a jamais été entendu, que mon frère à chaque fois arrivait avec quand même une obsession qui était qu'il y avait une tendance à se suicider dans notre famille, qu'on l'a jamais écouté, que je pense qu'il a été très mal soigné. Après, je pense que c'était un malade très difficile parce que il était très manipulateur. Puisqu'il n'avait pas du tout confiance dans les médecins et que comme il était c'était pas un malade normal si vous voulez, il avait une profession, il était directeur artistique d'une des plus grandes boîtes de Montréal, il était marié, il avait 2 enfants, il n'avait pas le profil du gars qui va se jeter d'un pont, donc je pense et puis il faisait bien attention à être très low profile. J'ai dit mais pourquoi tu te méfies tellement des médecins? Il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je vais leur dire j'ai tout, je suis privilégiée et en fait je dois être un enfant gâté puisque je n'arrive même plus à me lever le matin. Donc je pense qu'il avait très honte en fait d'être si mal alors qu'il avait tout. Donc c'était un mauvais... C'est pour ça que je ne jette pas la pierre non plus aux médecins, quoi qu'ils auraient pu le voir. Et il y a quand même quelque chose qui montre sa défiance vis-à-vis des médecins, c'est qu'il s'est suicidé exactement
à l'heure où il avait son dernier rendez-vous médical à l'hôpital psychiatrique. Bon, il y a des choses sur lesquelles je passe très vite parce que sinon on n'aura pas le temps, mais je les signale quand même. C'est qu'il y a une très grande importance des lieux. D'ailleurs, vous signalez en début de chapitre à quel endroit et à quelle date on se trouve. Et notamment une chose que j'ai noté, qu'on retrouve d'ailleurs dans les romans de Giono par exemple, c'est que plus le lieu est magnifique et plus c'est un moment de bonheur et plus on est proche d'un drame, quoi. C'est souvent le cas. Enfin, pour ce qui est d'Alex, bon, on a déjà un peu parlé de ses textes, ses textos, ses mails, ses lettres d'adieu qui sont d'ailleurs magnifiques et que vous publiez dans son livre. Alors j'imagine que c'est peut-être pour lui faire entendre sa voix, savoir qui il était. Et je me demandais deux choses à ce propos. D'abord, s'il n'y avait pas comme un geste de le mêler à l'écriture de ce livre, finalement. Et vous voulez répondre là-dessus peut-être déjà? Oui, j'ai choisi de mettre d'abord des mails qui nous avaient envoyés à ma famille, qui sont très drôles, pour montrer qu'il était très drôle. Et je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais mettre la lettre qu'il nous a laissée. Alors il en a laissé plusieurs, et je n'ai pas mis celle qu'il avait laissée à sa femme, à ses enfants, ou une qui m'avait laissée. Là, c'est une lettre qu'il a laissée plus générale, mais que j'ai mise parce que je voulais effectivement qu'on entende sa voix. Et puis je voulais montrer... je trouve que rien... Je ne pourrais pas vous la lire ici parce que je serais trop émue, mais je trouve que cette lettre, elle montre son infinie délicatesse. Et d'ailleurs, ces lettres, enfin tout ce qui concerne votre frère, très souvent, est lié, enfin, amène des citations, des choses comme ça, qui sont liées à la poésie. Et alors, notamment, je ne sais pas pourquoi, peut-être, est-ce qu'il aimait particulièrement ce poète, ou vous, notamment Apollinaire. J'ai noté qu'à la fin, c'est vers la page 157, où vous dites, voilà, c'est une parodie du Pont Mirabeau en fait. C'est, enfin pas une parodie, c'est comme l'espérance était violente, mais comme la joie était incertaine après la peine, puisque le Pont Mirabeau c'est... Bon, enfin vous connaissez le poème. Voilà. Et plus tard aussi, après sa lettre d'adieu, vous dites, enfin vous la commentez en disant simplement « Adieu soleil, coup coupé ». Et ça, c'est un vers de Zone, donc dans Alcool. Et alors, c'est curieux parce que là aussi, comme tout à l'heure, je me suis dit, mais elle n'a pas dit la suite. Et alors, la suite est supposée, je suppose, parce que la suite de ça, c'est... Enfin, non, pardon, je suis en train de dire n'importe quoi. Le début de ce poème Zone, c'est « À la fin, tu es là de ce monde ancien ». Voilà. Voilà. Et ça donne aussi une image. Ben oui. Mais je pense qu'en fait, c'est presque malgré moi. Vous voyez, je pense que ce livre, il est infusé de mes lectures, de ce que j'aime, de beaucoup de ma famille. Il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a des citations, mais il y a aussi des mots de mes enfants, et qui ont été presque aussi importants d'ailleurs que Apollinaire. Il y a un mot que j'aime beaucoup de Balthazar, qui a été vraiment décisif et qui est très important pour ce livre, c'est que Alex est mort le 14 octobre, donc évidemment je l'ai dit à mes 3 fils, et vers le début du mois de décembre, Balthazar, qui à l'époque avait 7 ans, un jour m'a dit « J'ai une question très importante à te poser ». Donc évidemment, on avait essayé de les protéger le plus possible avec mon mari, mais c'était un oncle dont ils étaient très proches, parce qu'on passait tous les étés avec eux. Et donc j'ai dit « Bon bah oui ». Et il m'a dit « Voilà, est-ce qu'on va faire quand même Noël ?» Et je l'ai trouvée formidable cette phrase, parce qu'en fait elle voulait dire « Est-ce qu'on va avoir le droit d'être heureux de nouveau un jour ?» Et elle a été un grand électrochoc, parce que je me suis dit, mon Dieu,
ça y est, je suis en train de devenir une mère sinistre. Une femme sinistre, une épouse sinistre, une amie sinistre. Et là, j'étais en train d'écrire le livre et j'ai pris une grande résolution. J'ai dit à Balthazar, oui, bien sûr qu'on va faire un Noël formidable. Et je lui ai dit, on va inventer une manière joyeuse d'être triste. Et c'est vraiment à partir de là qu'est né le deuxième élan du livre, qui était de se dire, ben voilà, on a tous traversé des deuils, et moi je vais essayer de trouver une manière d'être heureuse et triste à la fois. Je vais essayer d'inventer une nostalgie heureuse, parce que je ne veux pas devenir une mère sinistre pour mes enfants, et parce que on est tous passés par là, donc comment est-ce qu'on fait pour vivre avec nos morts? Et ça, c'est vraiment le mot de Balthazar qui m'a poussé à essayer d'expérimenter cette voie.